Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi la télévision Chekina TVS. C'est l'heure de la principale édition d'information du soir. Nous démarrons ce journal avec ce fait de société. Il s'agit du regard porté par une rédaction sur la veuve et l'orphelin au Gabon, dont une journée a été décrétée. Mais comment vivent la veuve et l'orphelin au quotidien? Fouti Boulanga Mouleka, reportage. Parmi les personnes vulnérables de notre société qui semble-t-il prônent pour une solidarité nationale, il y a la veuve et l'orphelin. L'un ayant perdu son époux, voire son concubin, l'autre ayant perdu au moins l'un de ses géniteurs. Et il y a environ 250 millions de veuves dans le monde, et surtout, qui vivent dans l'extrême pauvreté. Ainsi, depuis 2012, pratiquement, la protection de la veuve et de l'orphelin semble faire la une. Mais de quelle protection parle-t-on? Pire, à quelle veuve et à quel orphelin fait-on allusion? Parle-t-on de ces veuves instruites qui connaissent déjà leurs droits, ou encore de celles dont le défunt époux aurait laissé des biens tape à l'œil, et derrière quoi la famille du défunt voudrait leur en spolier? Car nous sommes curieux de savoir qui de la Direction générale de la protection de la veuve et de l'orphelin, ou de toutes ces associations et ONG militant pour cette cause, s'occupe de la veuve et de l'orphelin dont le défunt n'était ni fonctionnaire, ni travailleur du secteur privé, ni assuré, et dont le conseil de famille n'aurait aucun intérêt à s'intéresser. Une réalité qui semble être le cas de cette compatriote nécessiteuse vivant avec ses petits frères en l'absence de la veuve commerçante. Maman, est-ce que vous vous en sortez facilement avec maman, en sachant que papa n'est plus là? Et vous apprenez, vous partez à l'école? Pourquoi vous n'apprenez plus? Et vos petits frères partent à l'école? En fin de compte, la problématique liée à la survie de la veuve et de l'orphelin ne doit pas se limiter qu'à la simple célébration chaque 23 juin. Pire encore, elle ne doit pas se limiter qu'au niveau du montage de projets d'aide et de discours. Ce message est un SOS à l'endroit de la veuve et de l'orphelin. Rentrée scolaire 2018-2019, cela fait déjà 2 semaines que les élèves ont pris le chemin des classes, mais force est de constater que les élèves se manifestent timidement, surtout les parents d'élèves, allais-je dire, se manifestent timidement pour l'envoi des enfants dans les différentes écoles de la capitale gabonaise et même à travers le territoire national. C'est le cas à Kinguélé où un établissement de ce côté de la ville de Libreville, les corps administratifs et enseignants est sur place, mais attend l'arrivée massive des élèves afin de mieux démarrer l'année scolaire 2018-2019. Le constat avec Aldo Othman Mabunda. La rentrée des classes qui avait été initialement fixée au 1er octobre, puis reportée, semble être effective ici à l'école publique de Kinguélé, bien qu'elle soit timide. Mais il faut tout de même saluer la présence au poste des corps administratifs et enseignants. Pour le directeur de cet établissement, toutes les formalités pédagogiques sont réunies pour le déroulement normal des cours. Les parents, quant à eux, détiennent toujours leurs enfants dans les maisons. Seulement pour rassurer aux parents d'élèves que la rentrée est bel et bien effective. C'est vrai que nous pouvons déplorer le caractère des rétentions des parents, des enfants par les parents d'élèves qui ont beaucoup tardé à régulariser les formalités administratives. Voilà, nous on est là à pied d'œuvre depuis le 17 septembre, on travaille, on reçoit les parents et la rentrée est effective, le corps enseignant est là, disponible, les planifications sont déjà faites, l'organisation pédagogique est déjà faite, chaque enseignant sait dans quelle classe il est affecté et voilà, nous recevons les enfants, les listes par classe sont déjà affichées et disponibles auprès de l'administration auprès des enseignants. En fait, tout est fait prêt au niveau de l'administration. Le blocage se situe en fait au niveau des parents qui tardent à nous envoyer l'effectivité des enfants pour que les enseignements puissent véritablement démarrer. Alicia Adjila, élève en classe de 5e année, n'a qu'un seul objectif, obtenir son certificat d'études primaires. Cette envie se manifeste par une démonstration de la lecture sans faute. Les élèves inscrits à l'école viendront chez nous chercher Isongo en chantant leur part. Pour rendre plus explicative cette effectivité, cet enseignant se prononce. Vous voyez, les enfants sont là, nous les enseignants, surtout nous les élèves, les enseignants de 5e année, qui avons en charge les élèves qui doivent passer l'examen.
Donc on essaie de faire de notre mieux. Même là, beaucoup ne sont pas encore là, on ne sait pas pourquoi. Une année académique qui se veut valoriser doit obéir aux critères exigés par l'UNESCO. Mais au Gabon, le secteur éducatif connaît sans nul doute des perturbations plus d'un an. Le gouvernement doit prendre à bras le corps cette situation, car ce sont les élèves qui payent le lourd tribut. Nous parlons toujours d'école. Nous allons cette fois-ci du côté de Port-Gentil et c'est le cas dans plusieurs autres localités du pays. Les populations du village Ngomo se plaignent de l'abandon de la seule école du village par les autorités compétentes et voire par les autorités politiques et voire même les autorités étatiques. Et du moins, cette école qui est le souvenir d'un missionnaire alsacien empêchait pourtant l'exode rural tant décrié à travers le pays. Un reportage de Raïssa Kerianondo des Médias Plus. Situé dans la zone sud du département de Logoué et des Lacs, à environ 50 km de la ville de Lambaréné, le village Ngomo, protestante portant le même nom, fondé par un pasteur alsacien nommé Ernest Haug en 1898, compte environ 20 familles à ce jour, qui depuis près de 7 ans se voient contraintes de rejoindre les zones urbaines en période scolaire. Une situation occasionnée par l'inactivité du complexe scolaire, laissé à l'abandon avec pour pensionnaires les reptiles et les arachnides attirés par la verdure qui a envahi les lieux. Il y a beaucoup d'enseignants qui ne veulent plus normalement enseigner au village, qui préfèrent maintenant la ville. Doté d'une section maternelle munie de 2 salles de classe, c'est avec une émotion mal dissimulée que cet habitant traduit la lassitude de ses pairs face aux promesses sans suite des élus de la province. En fait, tout ça, c'est notre député d'ici, normalement. Tout ça, on avait demandé. Bon, il a dit on attend, bon, c'est 14. Un dispensaire, une école, une église, 3 éléments qui constituaient ce que le pasteur Ernest Haug estimait être les 3 piliers de la vie. Inquiets pour l'avenir de leur progéniture, l'espoir des habitants reste tourné vers les politiques et les autorités compétentes. La majorité d'entre eux n'ayant pas les moyens de scolariser leurs enfants en zone urbaine du fait du coût trop élevé de la vie. Nous restons dans la province de Logoué-Maritime et pour parler cette fois-ci de cette activité que les femmes de ce côté, diplômées ou pas, s'adonnent à cœur joie. Il s'agit de la vente de la friperie. Elles exercent ce métier, ces femmes gabonaises, bien sûr, aux côtés de leurs sœurs ouest-africaines, l'essentiel étant de nourrir son homme, pense-t-elle au micro de Karine Dorothée Aoré-Singo. Les Gabonaises, au même titre que les précurseurs du commerce de friperie à Port-Gentil, les Africains de l'Ouest anglophones, se défendent dans les différents marchés. C'est le cas de Armel, la fripière au marché Balise, qui explique comment se déroule la fixation des prix et la vente de ces habits de seconde main. On regarde d'abord la qualité de l'habit, on trie parce qu'il y en a qui viennent déjà déchirés, ça on les met de côté, on considère que c'est les non vendus. Après, on voit par exemple ce bas, on le fixe à 1000 francs. Les prix varient de 500 à 1000 francs. Aimer les vêtements et avoir du goût est un atout dans ce business. De même que savoir garder sa clientèle. On prend leur contact et puis il y en a qui apprécient, et bon, comment je peux dire, ceux qui payent un peu plus, on va dire, ceux qui font plus de recettes, on prend leur contact et quand on déballe, on redéballe la prochaine fois, on les appelle, ce sont nos premiers clients. Dans la vente de la friperie, d'abord, dans la vente, il faut avoir le sourire, l'accueil, savoir répondre aux clients. J'aime l'habillement, j'aime m'habiller. Donc j'ai le choix de l'habillement. Ce qui fait que c'est aussi dans la friperie, pour moi, ça va être. Comme tout commerce, les entrées sont quotidiennes. Grâce à une bonne épargne, cette activité nourrit son homme. On ne peut pas envier quelqu'un qui est dans un peu parce que tous les jours, on a toujours quelque chose en main. Même si on ne fait pas beaucoup, mais de temps en temps, on peut rentrer au moins chaque jour avec 5 000 ou 10 000. Il n'y a pas de retard de loyer quand on est dans la friperie. La vente des vêtements de seconde main gagne du terrain dans la commune de Port-Gentil. Notamment derrière Codev où l'activité se développe depuis environ 2 ans. Avec autant de concurrence, si ces fripiers s'attachent à cette source de revenus, c'est que la peine
De la politique à présent, le 4e arrondissement de la commune de Libreville est actuellement le théâtre d'une course politique sans merci à l'entame du second tour de législative 2018. Dans cette partie de la commune de Libreville, les alliances politiques se tissent pour mieux s'organiser au second tour. Reportage. L'entre-deux tours de législative 2018 crée l'atmosphère d'un challenge féroce au 4e arrondissement de la commune de Libreville, notamment entre les acteurs du Rassemblement pour la démocratie et le progrès, le Parti socialiste gabonais, Héritage et modernité, et enfin le Parti démocratique gabonais, PDG. L'agitation pour amorcer le second tour est si forte qu'elle laisse penser à un combat politique qui pourrait se jouer entre le Parti démocratique gabonais représenté par Séverin Doikomi et Rassemblement Héritage et modernité sous la conduite d'Alexandre Barraud-Chambrier. Cette chaleur ardente conduit présentement, en attendant l'échéance du 25 octobre prochain, à des positions et repositions au profit de tel ou tel autre camp. Pour mieux faire, dit-il, le candidat Colestier de la liste RDP-PSG réoriente sa vision politique à l'amorce de ce second tour. En ce moment particulier, où se prépare le deuxième tour de l'élection législative dans le 4e arrondissement, premier siège, moi, Hendrix Vinga Louba, colistier de la liste locale du Rassemblement pour la démocratie et le progrès, et le PSG, Parti socialiste gabonais, tient à manifester ma profonde déception vis-à-vis de notre tête de liste, M. Arsène Geoffroy Ibadial, qui a brillé par l'égoïsme et l'intérêt propre en soi en allant s'allier au candidat du PDG. Contre une somme de 2 millions de francs CFA, au détriment de la base qu'il a pourtant soutenue. Face à ce comportement rétrograde qui va à l'encontre des valeurs fondamentales de la vie politique et n'étant plus en accord avec la manière dont les choses se sont déroulées, je décide solennellement de quitter le RDP. Aussi, convaincu des idéaux que prône le bon citoyen dans sa manière propre de faire la politique, sans haine, j'ai décidé de rallier le RHM en toute âme et conscience. De l'autre côté de l'arrondissement, même son de cloche et même exercice faisant à nouveau les yeux doux au Rassemblement Héritage et modernité. Le candidat suppléant que je suis pour le compte du ticket RDP-PSG entend promouvoir l'offre politique du président du Rassemblement Héritage et modernité RHM, candidat titulaire dans le 4e arrondissement de Libreville. Ainsi, en toute âme et conscience, je déclare solennellement mon engagement aux côtés d'Alexandre Barraud-Chambrier en lui apportant mon soutien total et celui de mes électeurs. Vivement que les uns et les autres se limiteront aux critiques admises en politique sans propos haineux ou incitant à la violence physique, et surtout qu'il faut penser à la familiarité qui est sociale, empreinte d'amour, d'unité et générationnelle. L'actualité à présent hors de nos frontières nous conduit premièrement en France, où la nomination de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur sonne comme la récompense de la fidélité d'un des hommes du président français Emmanuel Macron, passé du Parti socialiste à la République en marche, dont il était jusqu'à ce jour le délégué général. Portrait de ce ministre avec nos confrères de France 24. C'est un fidèle de la première heure. Le voilà aujourd'hui récompensé. Ancien élu local, ce fils de militaire, cadet d'une famille de 3 enfants, est élu député sous l'étiquette du Parti socialiste en 2012. Rapporteur de la loi Macron, c'est à ce moment-là qu'il se lie avec l'actuel président, alors ministre des Finances. Pendant la campagne présidentielle de 2017, Christophe Castaner devient porte-parole du candidat Macron. Il s'enthousiasme alors pour celui qu'il qualifie de héros romanesque, comme seul Balzac pouvait en inventer. Emmanuel Macron élu, il est nommé secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Il devient alors la courroie de transmission entre l'exécutif et la majorité. Un poste qu'il occupe parallèlement avec celui de porte-parole du gouvernement, un signe de plus de la confiance que lui accorde le chef de l'État.
Encore hors de nos frontières, après un entretien avec le roi Salman, le roi saoudien, le président américain Donald Trump a décidé d'envoyer son secrétaire d'État Mike Pompeo au sujet du journaliste saoudien disparu en Istanbul, Jamal Khashoggi. Mike Pompeo aura donc la mission de rencontrer les autorités saoudiennes au sujet de ce journaliste disparu. Reportage. Après le roi saoudien la veille, c'est le prince héritier Mohammed Ben Salman que Donald Trump dédouane ce mardi par un tweet au sujet de l'affaire Khashoggi. Je viens juste de parler avec le prince héritier d'Arabie Saoudite qui a démenti totalement savoir la moindre chose sur ce qui s'est passé dans leur consulat en Turquie. Une conversation au moment de la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo à Riyad. Le prince héritier a également fait part de sa volonté d'enquêter sur la disparition et le probable meurtre du journaliste et dissident Jamal Khashoggi. Mohammed Ben Salman est pourtant suspecté d'en être à l'origine. Mais sur ce point, il ne semble pas craindre la réprobation de Washington. Vous êtes un grand pays et un bon pays. Nous sommes des alliés forts et anciens. À l'issue de cet entretien, Mike Pompeo qualifie de sérieux l'engagement des Saoudiens à rendre des comptes. Mais selon certains médias américains, Riyad souhaiterait minimiser sa responsabilité directe dans l'affaire. Le secrétaire d'État américain, lui, arrive ce mercredi à Istanbul, où l'enquête se poursuit. Notre objectif est plutôt simple, faire la lumière sur le sort de Khashoggi, qui a disparu au consulat saoudien. Après la fouille pendant près de 8 heures du consulat, d'où le journaliste n'est jamais ressorti après y être entré le 2 octobre, la police turque devait se rendre dans la résidence du consul saoudien. Le consul, qui a justement quitté Istanbul pour Riyad dans la journée de mardi. Au même moment, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme appelait à lever l'immunité des locaux et des personnels diplomatiques concernés par l'affaire. Du sport à présent et dans la perspective de l'entrée en lice des clubs gabonais de basketball aux compétitions africaines. Le président de la Fédération gabonaise de basketball, Léopold Eva, s'est rendu au ministère des Sports afin d'en savoir davantage sur l'apport de l'État destiné à ces clubs gabonais engagés aux compétitions africaines. Euphrem Bioguezo. Après leur brillante prestation à la Coupe du Gabon de basketball, messieurs et dames, les formations de CAS 1987, le Phoenix et les As de l'Estuaire affûtent leurs armes depuis près d'un mois en vue de faire bonne figure dans quelques jours à Kinshasa lors de la Coupe d'Afrique des clubs champions. C'est notamment dans ce sens que Léopold Eva, président de la Fédération gabonaise de basketball, est allé solliciter de la tutelle leur soutien à la fois financier et matériel, car pour pouvoir s'engager dans les compétitions des clubs sur le continent, cela nécessite des gros sacrifices. Seuls les clubs ne peuvent atteindre cet objectif sans l'apport et le concours du ministère des Sports. Au jour d'aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois. Les 2 équipes sont en chantier et ils mènent des entraînements à la hauteur de la compétition. Et nous attendons maintenant que le ministère nous accompagne comme d'accoutumé pour que nous puissions être inscrits dans le registre de la compétition. Les besoins, c'est les besoins de préparation financière au jour d'aujourd'hui, parce que de la partie technique et administrative, la fédération est fin prête. Des inquiétudes formulées par la responsable des As de l'Estuaire, qui ne cesse de perdre patience du fait que la première requête introduite au sein des responsables de ces départements ministériels est restée jusqu'alors sans suite. Aujourd'hui, nous sommes revenus vers la tutelle parce que nous étions déjà tournés vers elle, vu que nos équipes doivent aller représenter le Gabon pour la Coupe, la Coupe d'Afrique de 4e zone. Et à ce jour, nous n'avons eu aucun retour de notre ministère. Nous revenons vers eux justement parce que c'est la tutelle qui doit aider les clubs, qui doit soutenir les clubs. La fédération n'a pas les moyens escomptés. Donc, nous espérons que notre ministre fera l'œuvre qu'il pourra. Cette préparation se passe sur fonds propres. Chaque club s'occupe de ses équipes. Et à ce jour,
chacun d'entre nous peut dire que nous avons fait des efforts, surtout du côté des As de l'Estuaire. Nous n'avons jamais arrêté les entraînements. Nous avons toujours continué parce que nous savions que nous avions cette compétition à jouer. Alors, nous sommes prêtes. On espère aller pour faire valoir nos talents à l'extérieur. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Nous attendons. Nous sommes tout juste dans l'expectative. Nos moyens ne nous permettent pas de le faire de nous-mêmes. C'est pas possible. Des difficultés sont nombreuses et ne peuvent malheureusement pas toutes être évoquées ici. Ces dirigeants espèrent tout simplement que leurs efforts ne seront pas vains. Et au sortir de cet entretien au ministère de la Jeunesse et des Sports, le président de la Fédération gabonaise de basketball, Léopold Eva, reste confiant. Mais entre-temps, les clubs gabonais, ou du moins les athlètes gabonais engagés dans ces différentes compétitions africaines, s'entraînent dans les différents gymnases de la place. Il est au micro d'Efraim Bioguedzo. Non, nous connaissons le dynamisme du ministre d'État et nous osons espérer, comme d'habitude, que le vert jaune bleu sera représenté à Kinshasa. Est-ce que si le ministère ne répond pas, le vert jaune bleu ne peut être représenté du côté de Kinshasa? Non, le ministre est un patriote. C'est quelqu'un qui aime vraiment son pays, qui défend les couleurs. Et j'ose espérer, comme d'habitude, que le vert jaune bleu y sera. Bon, nous avons commencé la préparation il y a à peu près plus de 3 semaines. C'était beaucoup plus physique et on est sur la phase de relaxation. Donc beaucoup plus d'exercices de shoot, de lay-up. D'accord, on sait qu'il y a longtemps déjà que l'équipe nationale féminine ne sait plus en voler. Qu'est-ce que vous pouvez nous réserver? On verra bien. Beaucoup de belles surprises, on va tout donner. Vous êtes confiante tout de même? On appréhende toujours, on ne sait pas quel genre d'équipe on va trouver devant, mais je crois qu'on est assez préparé pour être de compétition. Si vous parlez du moral physique, physiquement, beaucoup de petites blessures, mais avec le kiné qui s'occupe de chacune de nous, ça va aller. Et moralement? Moralement, ça va, on a le moral. Ça va aller? Oui. Donc, en un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population gabonaise? On va représenter fièrement et valablement les couleurs de notre nation et essayer de revenir avec une bonne place pour la qualification finale. Pour le moment, comme vous-même le savez, le manque de championnat un peu compliqué. Et là, nous sommes en train de reprendre, mais vraiment dans une force. Essayer un peu de tout faire, d'être en jambes, parce que nous avons arrêté un moment. Et nous voulons vraiment être au niveau avant d'y aller sur le Congo. Mais bon, j'ai confiance à nos coachs. Ça va. Alors sur le plan physique, est-ce que vous vous portez bien? Oui, sur le plan physique, ça va. Parce qu'il y a certains qui vont en salle le matin. Et le soir, c'est comme vous voyez, on vient entraîner. Et moralement? Moralement, ça va. Personnellement, on n'a pas de soucis, on ne s'embête pas. Il faut dire que ça fait quand même un moment qu'on ne vous a pas vu. Oui, ça fait un moment. Vu que juste après la Coupe du Gabon, donc ce qui a fait en sorte que nous serons qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Après ça, on a eu le championnat peut-être 2 semaines et après on a arrêté. Donc vous voyez que nous sommes restés en stand-by. À un moment, on avait arrêté l'entraînement et là, on vient de reprendre. Donc c'est un peu compliqué pour être en jambes. Mais ça ira. Avec le petit temps qu'on a, ça ira. Il nous reste encore 1 semaine et demie d'entraînement. Donc pour nous, je pense que ça ira. Combien d'heures d'entraînement par jour? C'est de 19h à 21h. Donc c'est 2 heures de temps. Tous les jours? Tous les jours. Et là, nous comptons à partir de mercredi s'entraîner le matin et le soir. Donc, je pense que ça ira. Merci beaucoup. Nous restons encore en sport. En double confrontation avec le Soudan du Sud, les Panthères du Gabon, en match retour, on l'a remporté hier sur un score d'1-0. Cette victoire relance les Panthères dans la course à la qualification de la CAN Total Cameroun 2019 à 1 point du Mali, premier du groupe avec 8 points. Reportage avec Efraim Bioguedzo. À Juba, dans la capitale du Soudan du Sud, les Panthères du Gabon ont assuré l'essentiel en dominant les Bright Stars par la plus petite des marges, score final 1-0. Deuxième tête, les foulées qui peut remettre. Il attend chercher sur le territoire. Denis Boileau, le libérateur du Costa.
classe sur le plan technique. Parce que ce petit sombrero sur le défenseur et cette reprise de pied gauche, c'est simplement la grande classe. La grande classe de Denis Bouanga. On attendait ce garçon, on attendait ce premier but. Là, ce sombrero et cette reprise, coup de pied, de volet, pied gauche, c'est encore une fois de plus la grande classe. On attendait ce premier but de Bouanga, mais quel but il est en train de nous mettre. Un but qui sera célébré, un but qu'on a pensé dans les écrans de football. Bouanga, le fils prodige du pays. On avait dit qu'il était assez intéressant sur ce type de match et il vient encore de le prouver. Exceptionnel but sur cette terre, ici en Libreville. Résultat acquis à la 39e minute de jeu par André Biogopoko. Grâce à ces résultats positifs en terre soudanaise, les nôtres ne sont plus qu'à une longueur du Mali, leader avec 8 points après son nul un but partout à Bujumbura face au Burundi et relégué désormais à la 3e place avec 6 points. Les Panthères du Gabon confirment ainsi l'esprit d'équipe qui les anime après la nomination de Daniel Cousin au poste de sélectionneur national du Gabon. La finale du groupe C opposera le 17 novembre prochain les Panthères du Gabon aux Aigles du Mali au stade de l'Amitié d'Agondje. L'équipe qui sera victorieuse de cette confrontation fera un grand pas vers la qualification à cette CAN 2019, alors que dans le même temps, Burundais et Soudanais du Sud vont également s'affronter. Le premier cité tentera d'accrocher une seconde place, le tout en misant sur un faux pas du leader et de son dauphin, éliminé avec 0 points au marquoir, avec un goal avérage de -10. Le Soudan du Sud tentera de barrer la route à ses 2 autres prochains adversaires du groupe C, histoire de terminer en beauté cette épreuve. Voici à présent la rubrique Expression libre. Avant de nous séparer, une question tout aussi sportive posée par Aldo Othman Mbabunda, à savoir quelles sont désormais les chances du Gabon ou des Panthères du Gabon à se qualifier pour la CAN Total Cameroun 2019. Nous on supporte les Panthères seront qualifiés. Ils vont aller au Cameroun, il n'y a aucun doute. On a confiance aux joueurs. Mais je vais faire un point. Tous les Gabonais normalement doivent supporter l'équipe nationale. Il n'y a pas d'ina. Tout le monde doit supporter. Étrangers comme Gabonais. En fait, j'aimerais parler des chances que vous parlez pour le Gabon. Nous avons encore un match dans lequel nous devons jouer et faire les efforts. En commençant par le coach Cousin, nous avons quand même l'espoir en tant que... Il connaît très bien ces joueurs qui a joué avec eux. Il faudrait que le Mali, nous puissions faire un match, un duel avec le Mali pour gagner surtout ici. Et là, on aura une qualification déjà ouverte. Pour le moment, nous sommes encore sur l'espoir. Donc cet espoir-là, on le donne aux joueurs et à Cousin et au staff technique. Je crois que le Gabon a quand même déjà un brin de chance voilà, dans la qualification et nous ne doutons point. Nous ne pouvons pas douter, nous sommes patriotes, nous sommes derrière notre équipe que nous aimons tant et tout ce que l'on souhaite. Moi je sais que nous croyons tous à cette chance. Donc, tout ce que nous savons c'est simplement que le Gabon va se qualifier et nous le souhaitons le maximum de buts maintenant face au Mali je crois. Et je sais que ce n'est pas une mince affaire face au Mali. C'est vraiment sur ça que nous devrions pousser davantage, que nous devrions tous aller au stade pour pousser les Gabonais, que ce soit jusqu'à Ngondje ou bien au Mali, que tout le monde soit derrière les Gabonais, derrière Daniel Cousin et ses poulains, pour que ce match soit vraiment une réussite. Ce qui va d'ailleurs nous amener au Cameroun. Mais je tiens d'abord à féliciter les Panthères parce que ce sursaut d'orgueil, là, on l'attendait depuis. Les chances du Gabon sont intactes en fait. Il nous reste là 2 matchs. Et moi, le match le plus important, c'est le match à domicile contre le Mali. C'est-à-dire que dès qu'on a gagné ce match-là, on est sûr d'être qualifié. Parce qu'à le Burundi, je ne vois pas le Burundi nous battre le retour. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec l'orgueil que les gars ont déjà et la nouvelle dynamique que Cousin a apportée, donc pour moi, je suis confiant que la qualification est à la portée du Gabon. Ainsi se referme ce journal de la soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain à la même heure, s'il plaît à Dieu le Tout-Puissant.